Vous avez déjà vu ce matin qu'on a joué sur la différence de regard, la différence de point de vue spatialement. Si je regarde d'ailleurs, le monde est différent. Si j'apprends à déplacer mon regard comme on pense, si j'arrive à déplacer mon regard, je vais peut-être penser autrement. Et si je pense autrement, je vais peut-être regarder autrement. On regarde à travers le filtre de nos croyances, à travers notre histoire. C'est aussi le filtre de nos croyances. Mon histoire, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin d'être séparé. Mon histoire, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin d'être uni. Mon histoire, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'harmonie. Et du coup, je vais voir tout ce que je vais voir, mais même concrètement. Je vais peut-être même passer concrètement à côté de quelqu'un sans le voir. Tout ce que je vais voir va être à la lumière de cette pensée-là. Donc, spatialement, on a beaucoup d'exercices à faire spatialement. Il y a le qui suis-je de Ramana, qui est vraiment intéressant. Mais on peut dire où suis-je? Où vous êtes? Qui est où? Et là, on commence à poser la question spatialement. Comment je réponds à cette question? Où je suis? Alors, la première réponse, je suis là, quoi? Mais si on va un peu plus loin, que je suis là, où exactement? Où est je dans l'espace? Où est celui qui parle en ce moment? D'où il parle? Qui parle? Dans l'espace. Est-ce que vous arrivez à vous poser cette question? Dans l'espace. Il y a Padovani qui devait faire un exercice qui disait était sur un plan et il y a marqué vous êtes ici, vous voyez sur le plan le petit rond rouge. Et bien le plan c'est ça. Où est le vous êtes, je suis ici? Sur le plan du corps par exemple. D'où ça part? De tout le corps globalement? Est-ce qu'on peut chercher spatialement où est je? Parce que sans jeu, pas de pensée, on est toujours dans la même chose. Hein. Tout se tient. Sans ce jeu qui se différencie, on ne peut pas penser. Où il est, celui qui pense? Et il est quelque part. Hein. À première vue. À première étape, il est quelque part. Essayez, où vous êtes là? Où vous êtes? Dans quel endroit du corps? Dans quel endroit en dehors du corps? Où est celui qui regarde, celui qui écoute? Où est le point d'attention? D'où ça part? Là, vous regardez, vous avez les yeux ouverts. À partir d'où vous regardez? Est-ce que vous êtes dans vos yeux? Qui regarde? Où il est celui qui regarde? Ça vous paraît compréhensible la question? Parce qu'elle n'est pas rationnelle, je vous préviens. Mais... à partir d'où? Où est le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui regarde par les trous des yeux? J'exagère, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais... où c'est? Ça change de place. Ça se déplace. C'est important de l'attraper. D'attraper où c'est. On fera des exercices pour ça, pour attraper où c'est. Il y a quelque chose de similaire en chamanisme qui s'appelle le point d'assemblage. On essaie de déplacer son point d'assemblage. C'est le point à partir duquel tout se tient. J'existe. Est-ce qu'il est obligatoirement le corps? C'est pas grave. Mais à l'instant T, maintenant, se dire où est-je, où je suis, où est celui qui regarde, où est celui qui écoute, il est bien quelque part. Ça ne vous paraît pas trop aberrant? Si ça vous paraît trop aberrant, je passe sur autre chose. Je peux insister si ça ne vous paraît pas trop aberrant. Ça me fait penser à une petite phrase que j'avais entendue attribuée à Dionysos,
ou je ne sais plus qui demande, mais Dionysos, quelle est toute ta philosophie? Et Dionysos, il répond toute ma philosophie, et dans ceci, je me regarde, te regarder, me regardant, te regarder. Ok. Donc là, un petit enseignement mental, il a mis. Hein. Donc on va regarder les processus. C'est des processus. Déjà, on va travailler dans l'espace. C'est vraiment l'air, l'espace, c'est le monde de la pensée, il est spatial. Et si on doit avancer là-dessus, ça va être espace et corps. Si on doit avancer là-dessus, c'est mettre du corps et de travailler dans l'espace. Le mental est assez linéaire. Je lis là les processus. Et vous savez qu'on a à peu près, je crois, 70 000, 80 000 pensées par jour qui s'enchaînent de manière linéaire, rarement circulaire. Et après, il faut voir, c'est les scientifiques qui ont fait ces études, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Mais il y a quand même, je crois, 85% de pensées qui ont déjà été, qui sont connues, que tu as déjà eues. Donc il y a à peu près 30% de pensées nouvelles, pas plus, sur les milliers de pensées que tu as par jour. Ce qui fait qu'ils ont calculé qu'un homme ou une femme de 35 ans est déjà en auto... Comment j'appelle ça? En pilotage automatique à 85%. C'est-à-dire que c'est des pensées qu'il a tellement déjà eues qu'elles ne sont même plus dans le conscient, qu'elles passent à toute vitesse. Et donc il est en boucle, on va commencer à parler de boucle, qu'il est en boucle à 80%. Arrivé à la trentaine, tu es en boucle à 80%. On commence à parler de la pathologie. Donc voilà, intéressant pour la boucle. Donc c'est des automatismes inconscients. Le rebond automatique, une pensée en amène une autre, qu'en amène une autre, tac, 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 tac. C'est ce qu'on travaille en méditation en général. Ce flot ininterrompu. Parce qu'on verra, si on parle de spatialité, et on peut déjà le sentir, que dans l'espace, il y a différents types de pensées. Les bouddhistes ont classifié des choses. Il y a les singes jacasseurs, donc ça on est plutôt dans les automatismes, et que quand on est en méditation, on peut sentir des pensées beaucoup plus brumeuses, beaucoup plus fines, qui viennent d'ailleurs. On peut les repérer dans l'espace, donc j'insiste là-dessus. Et que c'est des types de pensées de plus en plus différents. Plus ils se déplacent, plus c'est différent. Bon, je ne vais pas ces catégories de pensée, parce que c'est une nomenclature. Qu'est-ce que je dis encore sur le mental? Un truc que j'aime bien, c'est le collier de perles. Qu'on voit, le mental enfile les perles. J'aime bien cette formule. Le job du mental, c'est d'enfiler les perles le plus vite possible. De manière à ce qu'il y ait une continuité, que mon collier soit toujours bien continu. Qu'est-ce que c'est une perle? C'est des trucs qui arrivent. Il se passe des choses. Quelqu'un me dit un truc. Je glisse sur une peau de banane. Je suis touché par le soleil. Il se passe des choses. Et mon mental, son job, c'est de les aligner sur un fil pour faire mon histoire. Pour qu'elle soit bien dans le bon sens de mon histoire. Que je continue à exister pareil. Que finalement, le fait d'enfiler des perles en fait un grand consommateur d'éléments. Il a, et on verra les avantages que ça a et les désavantages, il a une capacité à prendre des éléments et de les faire rentrer dans ton histoire, dans mon histoire, de manière correcte. C'est le coup classique en psychologie. Si tout d'un coup je reçois une gifle sans faire exprès de quelqu'un, selon mon histoire, ça va être « Ah ben je l'ai bien mérité, c'est parce que je suis de trop dans cette pièce, et hop, vite je vais me perdre. Oh ben il n'a pas fait exprès, ça va me permettre de rentrer en lien avec lui, hop, j'en file une perle. » Il va vite donner, quelque part, la perle, il va l'enfiler d'une manière à donner du sens. Et c'est ce qu'on fait non-stop. Et on est toujours dans des automatismes. Et quelque part, c'est intéressant, cette idée que je ne comprenais pas bien au début de Chaman, qui disait vérifie le niveau d'énergie de la personne, selon les transformations qu'il y a à faire, il faut monter d'abord l'énergie et après faire la transformation. Et donc c'est intéressant de s'apercevoir que pourquoi le mental fait ça, fait ses boucles,
Et pourquoi il fait les colliers de perles? En fait, il stabilise, hein. Il stabilise notre identité. Il fait ça pour nous faire gagner de l'énergie. Ça baisse de l'intensité, ça fait des automatismes. Tous les automatismes nous permettent de gagner de l'énergie. Vous imaginez si on n'avait pas l'automatisme de parler, qu'il fallait retrouver à chaque fois. Si on n'avait pas l'automatisme de manger, qu'il fallait à chaque fois retrouver tous les trucs. C'est au niveau énergie, c'est monstrueux. Donc il le fait pour des choses évidentes comme manger, marcher, etc. Et respirer. Et il le fait aussi pour des choses peut-être beaucoup moins intéressantes qui est notre histoire, notre psychologie, qui nous sommes. Il fait pareil. Que comme si on marchait, en fait. On pense comme on marche. C'est pas toujours très conscient et dans le réel. Et donc ce truc-là, à un moment, dans les exercices, à un moment, je suis fondamentalement pour la tendresse et pour l'écoute de soi, et à un moment, il faut envoyer de l'énergie quand même. On ne peut pas toujours tout faire en douceur. Il y a un moment où il y a beaucoup d'énergie dans mes boucles. Si je n'envoie pas autant d'énergie, c'est comme un électron pour passer d'une couche à l'autre. À un moment, il faut envoyer de l'énergie sur l'électron. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais je vous demande d'être déjà un peu conscient que sur ces 4 jours, il se peut qu'il y ait des moments où il faut envoyer de l'énergie. Il faut dépenser de l'énergie pour arrêter une boucle. C'est clair comme ça? J'espère. Et cette puissance-là, cette puissance de notre histoire qui se répète, de notre identité qui se répète, le texte qui a été lu ce matin, c'est hyper puissant. Ça crée le monde. Ça crée notre monde et ça crée le monde qu'on vit tous ensemble. C'est un tissage d'une grande puissance. Quand on voit, là je regardais des résultats de tas de tests qui ont été faits, quand on voit qu'il suffit à dire à quelqu'un à quoi sert un placebo, que le placebo, on a vu que ça marchait, on a maintenant la preuve scientifique, il n'y a pas photo, il suffit de lui dire à cette personne, et de dire maintenant je vais te donner un placebo, et il guérit. C'est pas la puissance du mental, ça. Il sait que c'est un placebo. Il sait le sens qu'a le placebo. Et avec le sens du placebo, il se guérit. Et sur des centaines de personnes, hein, c'est pas un test sur une personne. Les études sur les placebos sont drôlement intéressantes pour voir la puissance du mental et des croyances qui vont avec. La puissance de création, en fait. On crée nos maladies, on crée nos guérisons. C'est pas pour qu'on se culpabilise que je dis ça, mais il y a vraiment une puissance de création qui est tellement énorme qu'elle conditionne, en fait. Que si je suis en automatisme et que je ne touche pas à mes automatismes, rien de vraiment nouveau risque d'arriver. Si je mets un petit créateur en route et puis que ce petit créateur, je lui dis tu peux continuer en boucle, rien de vraiment nouveau risque de m'arriver. Et ce que j'appelle vraiment nouveau, c'est pas forcément avoir des crises ou faire des grandes rencontres. Vraiment nouveau, c'est fonctionner différemment. C'est avoir des processus légèrement différents. C'est pas tellement ce qui arrive. C'est pas tellement j'ai gagné le loto, c'est nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Et pour finir, pour les processus, ce collier de perles, c'est un peu comme l'image, c'est Trumpa qui avait cette image. Il disait les Occidentaux, ils construisent un plancher pour ne pas tomber dans le vide en même temps qu'ils marchent. Ils marchent et ils construisent un plancher. Sauf qu'ils ne voient même pas que le plancher est à 5 cm du sol. Mais pour se sécuriser, ils font ça. On est toujours dans le même principe du collier de perles, de cette sécurité, d'identité, ce qu'on a lu encore ce matin, de peur de disparaître, en résumé. Et le contre-pied qu'on prend avec notre mental, c'est quoi le contre-pied? C'est j'existe, je suis important. Je ne dis pas que c'est faux, hein, d'une certaine manière.
En psychologie, en cabinet, tu ne vas pas dire à quelqu'un, tu as un problème, tu n'es pas important. Va-t'en. Vous voyez ce que je veux dire? On est à côté de la plaque. Là. Je veux dire, à un certain niveau de relation, ça a du sens. Parce que ça a de l'importance à un certain niveau. Mais si on oublie les autres niveaux dans lesquels c'est inclus, il y a un problème. Donc, j'existe, je suis important, c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler ce matin. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je garde de mon importance, de mon histoire personnelle? Comment je vais gérer mon histoire personnelle? On va tourner autour de l'histoire personnelle. Est-ce que je me prends les pieds dans mon histoire personnelle? Parce que, petite parenthèse, j'ai vu ce matin, quand je disais ayez un regard extérieur à votre histoire et essayez de sortir les moments importants. Qu'est-ce que c'est un moment important? Ça oblige pour le sortir de savoir ce que c'est. Bon, je ne sais pas quoi sortir. Un moment important, ça peut être... Il y a plein de façons de répondre. Ça peut être un moment important, c'est ce qui m'a fait dévier ma route, ce qui m'a fait changer, progresser, passer à un autre niveau, ou au contraire passer à un mauvais niveau, mais en tout cas changer quelque chose. Et puis il y a aussi un moment important, c'est un moment qui me définit. C'est souvent très lié. C'est un moment qui fait que je suis qui je suis. Donc je commence un peu à m'accrocher à ce moment-là. Ce moment-là, il a du sens parce qu'il parle d'Éric. Et j'ai entendu ce matin beaucoup qui, au lieu d'avoir ce regard extérieur et de sortir les moments, peut-être tombaient dedans. Certains tombaient dedans, c'est-à-dire qu'ils partaient en boucle. Il y a un moment important de ma vie, il est là, mais il est tellement important qu'il commençait à en parler et envoyait l'énergie faire ça, et il tombait dans le trou, quoi. Et ça tournait dans le moment important. Et presque, à la limite, si ça n'avait pas été court, ça pouvait être un moment important qui dure, je ne sais pas combien de temps.